Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va discuter des menaces internationales de boycott contre Israël après notamment l'affaire Orange, les souffrances des transsexuels qui se retrouvent à la une des médias depuis que l'ex-beau-père de Kim Kardashian s'est révélé en femme. Et vous retrouverez une interview exclusive du fondateur de Wikipédia. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Les scandales de corruption à la FIFA n'en finissent pas de secouer le monde du football. Interpol a émis plusieurs notices rouges contre 2 ex-responsables de la fédération. Sepp Blatter a lui annoncé sa démission. Au Ghana, plus de 70 personnes sont mortes dans l'incendie d'une station-service à Accra alors qu'elles cherchaient à s'abriter de fortes pluies à l'origine d'inondations. La trêve a de nouveau violé. Des Palestiniens de la bande de Gaza ont tiré à plusieurs reprises des roquettes sur le sud d'Israël. Les sirènes ont retenti jusqu'à Ashkelon. Tsahal a systématiquement riposté. En Chine, un ferry de croisière transportant 458 personnes a sombré. Rares sont les survivants. Bonjour Daniel Sheikh. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël en France. On va parler justement de diplomatie, vous allez pouvoir nous éclairer. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Et bonjour Daniel Zeri, journaliste au sein de cette émission. Cette semaine, le PDG mondial d'Orange a annoncé depuis le Caire, coïncidence ou non, on va en parler dans une seconde, depuis le Caire, qu'il souhaiterait quitter Israël dès demain matin. Scandale immédiatement en Israël, manifestation de patriotisme, le gouvernement français qui dit s'opposer au boycott et le PDG mondial de Orange qui annonce finalement à la radio israélienne qu'il est en Israël pour y rester. On a du mal à y voir clair. Déjà, expliquez-nous, est-ce que Orange Israël et Orange du Monde sont liés? Alors, elles sont liées, mais pas d'une façon aussi forte que ça peut paraître. En fait, l'accord qui est entre Orange et Partner, qui est la société israélienne, est un accord qui porte uniquement sur l'utilisation... Partner, c'est ceux qui utilisent Orange en Israël. Tout à fait. Et donc, l'accord porte uniquement sur l'utilisation de la marque, c'est-à-dire du nom Orange, en fait. Bien sûr que Orange France, qui est France Télécom, je le rappelle, puisque le nom a changé il y a quelques années, dicte les règles du marketing de la boîte, etc. Mais il n'y a pas de relation au niveau des affaires. L'activité de Partner, la société israélienne, est complètement indépendante de celle d'Orange. Il y en a certains qui se disent, si l'activité de Partner en Israël dans les implantations était si importante pour Orange en France... On rappelle que c'est ça qui les dérange, c'est le fait qu'Orange se développe dans les territoires... Alors pourquoi est-ce que ce n'était pas dans l'accord dès le départ, si c'était aussi important? Alors certains disent que en fait, le but de tout ce scandale aujourd'hui, c'était d'éviter un scandale médiatique qui finalement n'a pas du tout été évité, puisqu'ils ont rétracté leurs propos. Voilà. Bien, Daniel Sheikh, le risque de boycott, on en parle quasiment chaque semaine. Ça y est, cette fois, c'est une réalité. On a échappé au risque de Israël a échappé au scandale de la FIFA. Maintenant, c'est Orange. On y est. C'est une réalité? Non, ça a été une réalité depuis le début. Mais moi, je compare ça toujours à une boule de neige. Et une boule de neige commence toujours par un tout petit mouvement sur la pente. Et là, peut-être que ça prend un peu plus d'ampleur. Je dois dire tout de suite que les illuminés du BDS, du mouvement, vraiment le noyau dur du mouvement, cela m'inquiète moins, parce que de toutes les façons, on ne changera jamais leur avis, ni leur objectif qui vont bien au-delà des problématiques des implantations, etc. Et l'existence même d'Israël, on le rappelle. Moi, c'est la légitimité grandissante du principe du boycott, ou même pas de boycott, mais de pression économique ou autre sur Israël qui m'inquiète et qui devrait inquiéter notre gouvernement. Et l'épisode Orange en est la manifestation. Je ne pense pas qu'il y a eu ici une démarche réfléchie d'une grande entreprise internationale. Voilà, aujourd'hui, on va commencer le boycott d'Israël. Ça a été circonstanciel. Il se trouvait devant une audience égyptienne très enflammée. L'Égypte, je vous le rappelle, où il y a déjà depuis un moment un mouvement de pression sur Orange à cause de leur activité en Israël. Et donc, il a lâché quelques phrases pour plaire à son public.
Et puis, il a dû se rétracter puisqu'il a compris qu'il était dans une... Il faut rappeler que l'histoire était sortie il y a à peu près un mois, lorsque le Parisien a publié un rapport de 40 pages de certaines ONG pro-palestiniennes qui étaient pour le boycott d'Israël, notamment l'association France-Palestine Solidarité, qui avait parlé des liaisons dangereuses, c'était vraiment la citation, d'Orange avec Israël dans les implantations israéliennes. C'est de là que ça a un peu commencé... Daniel, vous avez parlé du manque de réaction du gouvernement israélien qui vous inquiétait par rapport au phénomène, mais est-ce que ce n'est pas le rôle finalement des hommes d'affaires juifs de diaspora de réagir à l'étranger pour parvenir en aide? Parce que c'est ce qui s'est passé ce week-end. On a vu Chaim Saban, qui est un milliardaire américain, intervenir tout de suite pour empêcher ce genre de boycott. S'ils veulent intervenir, c'est tant mieux, mais c'est la même chose. C'est une sorte de outsourcing que vous voulez faire ici, et pourquoi pas donner la défense d'Israël, des frontières d'Israël à une armée privée quelque part. Ouais. C'est la responsabilité de notre gouvernement, de notre pays. D'autant plus que le problème véritable n'est pas le boycott, mais les raisons du boycott. Quelle est la toile de fond sur laquelle se nourrit ce mouvement de boycott? Et moi, je ne cesse de le répéter, y compris chez vous, chers amis, ici sur ce plateau, le vide diplomatique entre Israël et les Palestiniens est la base sur laquelle se nourrit ce mouvement de boycott. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas évidemment la seule raison, mais il faut commencer par là. Et après, ensuite, on peut essayer de réagir. Alors justement, le leader de droite, Naftali Bennett, a affirmé sur Facebook, il a donné plusieurs exemples qui dataient d'avant 1967, c'est-à-dire d'avant la présence israélienne en Cisjordanie, en Jérusalem-Est, où il y avait déjà des appels au boycott d'Israël. Et il dit que le motif de l'occupation, je cite, le motif de l'occupation que citent les pro-palestiniens est un prétexte, est un faux prétexte. Oui, mais seulement, s'il prend avant 67, il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu de processus de paix avant 67. Après 93, après Oslo, c'est bizarre. Le monde arabe s'est ouvert à nous, y compris pour faire des affaires. Le monde entier, la Chine, l'Inde, la Turquie se sont ouverts et personne en Israël, y compris, je suppose, Naftali Bennett, n'accusait personne d'antisémitisme. Il y a une corrélation, ce n'est pas évidemment noir et blanc, mais il y a une corrélation entre la réalité diplomatique d'Israël et celle de la pression économique. Regardez, aujourd'hui, dans le journal Haaretz, dans le quotidien, on reprend à nouveau une information qui vient de Bruxelles. Apparemment, l'Union européenne veut accélérer les démarches pour des directives pour l'étiquetage des produits des implantations, d'au-delà de la ligne verte. Tout cela, c'est un tout. C'est FIFA, c'est Orange, c'est l'Union européenne, c'est les universités en Grande-Bretagne. Et vous avez un Israël qui fait une sorte de course pour mettre le doigt, pour boucher les trous par-ci et par-là. Un jour, on n'aura pas assez de doigts. C'était d'ailleurs l'argument de Dan Shapiro, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui disait que justement le manque de l'absence de relations pour parler diplomatique entre les Palestiniens et Israéliens créait justement ce boycott. Et ces appels au boycott et cette facilité. Merci beaucoup Daniel Ziri. Merci beaucoup Daniel et Daniel d'avoir été avec nous. Cette semaine, l'ex-beau-père de Kim Kardashian, qui fut par le passé Bruce, un célèbre athlète, il a fait la une du Vanity Fair sous le nom de Kathleen. Il apparaît en femme. Derrière cette annonce très people et paillettes se cache une réalité plus triste, celle des souffrances des transsexuels. Un chiffre fait froid dans le dos, 41%. 41%, c'est le taux de suicide des transsexuels. Nous avons donc voulu comprendre ce que vivent ces transsexuels et ce qu'on appelle en anglais les transgenres. Avec nous, pour en parler depuis Philadelphie, Samantha Dato, directrice de la conférence de Philadelphie pour la santé des transsexuels. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, je suis très contente de pouvoir vous apporter un peu d'informations. D'après vous, quel a été l'impact du témoignage de l'ex-beau-père de Kardashian? L'impact de Caitlyn Jenner n'était pas seulement rafraîchissant, mais je pense aussi que chacun a son opinion, certaines bonnes, d'autres mauvaises, et que cette histoire a aidé à sensibiliser le public à notre communauté. Cela a changé les opinions dans les maisons, les familles peuvent commencer à parler de transsexualisme.
L'histoire de Caitlyn Jenner a créé cela. Je suis très contente que plus de gens s'intéressent à ce que ça veut dire d'être transsexuel ou comment soutenir les transsexuels. Donc je suis très contente pour ça. Est-ce qu'il y a malgré tout des aspects négatifs à cette publication? Je n'utiliserai pas le mot négatif, mais je dirais que nous voulons que les gens sachent qu'il y a beaucoup de fausses informations. Beaucoup de gens de notre communauté ont des difficultés avec leur logement, leur emploi. Caitlyn Jenner n'a pas ces difficultés-là. Caitlyn est bien sûr bienvenue dans notre communauté et nous sommes contents pour elle, mais la plupart des gens ici n'ont pas cette vie-là. Au quotidien, beaucoup de gens essayent de survivre. Comment est-ce que vous expliquez ce taux de suicide de 41% chez les transsexuels? Beaucoup de gens ne vivent pas dans leur vérité. Il y a de la culpabilité aussi. Il y a des gens qui reçoivent des remarques de la part de gens de leur famille, dans leur communauté, dans leur travail, parce qu'ils veulent être qui ils sont. Notre communauté fait face à beaucoup de problèmes que la plupart des gens ne connaissent pas. Nous sommes victimisés, nous sommes attaqués. Il faut comprendre que beaucoup de nos problèmes et des pressions exercées sur nous viennent de l'extérieur, d'en dehors de la communauté. À vos yeux, quelle est la plus grande erreur de compréhension envers la communauté transsexuelle? Il y en a beaucoup, surtout concernant pourquoi ou comment on change de sexe. Les gens se demandent ce qui ne va pas chez nous. Ils pensent que nous avons une maladie ou que nous sommes fous, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, en ce moment, ont lieu en Israël les festivités du mois de la Gay Pride de Tel Aviv. Or, cette année, la mairie de Tel Aviv a décidé de mettre à l'honneur les transsexuels. Est-ce que vous comprenez que les transsexuels soient classés avec les homosexuels alors que leur situation est totalement différente? Oui, ce sont deux choses complètement différentes. Nous faisons partie du LGBT, mais le T est souvent muet. C'est le moment pour nous de nous lever, de s'exprimer. Et nous voulons aussi que les transsexuels soient représentés dans tous les domaines. Nous appelons les gens de la communauté à se battre pour cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et passez une bonne Gay Pride. Et on termine cette émission comme promis avec le fondateur de Wikipédia qui était de passage à Tel Aviv, Jimmy Wales. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Aujourd'hui, Wikipédia a une influence mondiale. Comment est-ce que vous vous assurez que ce contenu est exact, notamment lorsqu'il y a des controverses ? C'est très important de maintenir une communauté forte de gens qui veulent que le contenu soit de qualité pour qu'ils supervisent le site et s'assurer que toutes les informations qui sont ajoutées correspondent à nos standards. J'imagine que vous avez été sollicité à de nombreuses reprises par des politiques qui souhaitaient changer leur page Wikipédia. C'est aussi le cas avec le conflit israélo-palestinien, j'imagine ? Oui, bien sûr, partout dans le monde, les gens s'intéressent à toutes sortes de controverses et il y a souvent des discussions et débats. On essaye de rester dans la transparence. Nous avons aussi beaucoup de règles de conduite pour qu'il n'y ait pas de comportement insultant, pour que les gens soient gentils les uns envers les autres. Nous mettons l'accent sur les faits et des sources fiables et non pas sur les opinions des gens. Si les gens veulent poster leurs opinions ou leurs analyses, ils devraient ouvrir un blog et ce n'est pas le but de Wikipédia. Mais à quel moment, avec l'information libre, arrive le risque d'une désinformation ? Je pense qu'il faut s'assurer que Wikipédia offre des informations de sources fiables. Si vous voyez quelque chose d'écrit sur Wikipédia qui vous semble faux, il devrait y avoir une note de bas de page qui vous permette de voir ce que la source originale avait à dire. Est-ce que vous avez un jour envisagé, par le passé, d'avoir recours à des professionnels de l'édition ? Non, pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous pensons que le meilleur moyen d'améliorer Wikipédia est d'investir dans des outils pour que les éditeurs puissent faire leur travail mieux dans un environnement plus ouvert.
Alors j'ai lu ceci sur Internet. En mars 2008, vous avez été accusé par un ancien employé de la fondation Wikimedia d'utiliser les fonds de la fondation pour vos propres loisirs. Est-ce que vous savez où j'ai lu cette information? Sûrement sur Wikipédia, j'imagine. Exactement. Et vous n'aurez pas préféré que ça ne figure pas sur Wikipédia? Eh bien oui, il a dit cela, mais si vous lisez la suite, vous verrez que le contraire a été prouvé. Ça fait partie du passé, de l'histoire. Mais ça vous pose pas problème que ça reste comme ça sur Internet pour toujours? Non, ça fait partie de l'histoire. Les gens disent des choses qui ne sont pas vraies. Et alors? Et pour vous, quelle est la prochaine étape? Comment servir davantage de monde? Eh bien, je pense que la prochaine étape, c'est de développer les langues parlées dans des pays en voie de développement. Nous voulons que lorsque ces gens reçoivent l'accès à Internet, Wikipédia soit prêt à les accueillir. Ils pourront construire Wikipédia dans leur propre langue. Jimmy Wales, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.